Airbus a dépensé plus de 25 milliards de dollars pour construire le plus grand avion de l'histoire. Les passagers l'adoraient, les pilotes aussi. Et pourtant, cet avion a été un échec. Pendant ce temps, Boeing faisait exactement l'inverse, et a gagné. Alors comment un avion aussi impressionnant a pu se planter à ce point? Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en arrière. Dans les années 90, le transport aérien connaît une croissance spectaculaire. Le nombre de passagers augmente chaque année, les compagnies ouvrent de nouvelles routes et les avions se remplissent de plus en plus. Mais en parallèle, un problème commence à apparaître. Les aéroports saturent. Des hubs majeurs comme Londres Heathrow, Tokyo Narita ou New York JFK atteignent leurs limites physiques. On ne peut pas ajouter indéfiniment des pistes ni multiplier les créneaux de décollage. Chaque slot devient une ressource rare, précieuse, presque stratégique. Et à partir de là, une question s'impose naturellement. Comment transporter plus de passagers sans augmenter le nombre de vols? Airbus et Boeing observent exactement ce problème. Ils arrivent tous les deux à la même conclusion, il faut changer de modèle. Mais là où tout bascule, c'est dans la réponse. Airbus regarde ses aéroports saturés et se dit « Puisqu'on ne peut pas faire plus de vols, faisons des avions plus grands ». Boeing regarde la même situation et se dit « Puisqu'on ne peut pas faire plus de vols, faisons des avions plus intelligents ». Mais pour comprendre pourquoi Boeing va finalement avoir raison, il faut remonter encore un peu plus loin. Pendant des décennies, les avions long courrier avaient 3 ou 4 moteurs. Pas parce que c'était optimal, mais parce que c'était obligatoire. Une réglementation appelée ETOPS limitait fortement les avions bimoteurs. Dans les années 70, ils ne pouvaient pas s'éloigner de plus de 60 minutes d'un aéroport de secours. Autrement dit, traverser un océan avec seulement 2 moteurs était interdit. Donc si vous vouliez relier l'Europe à l'Amérique ou l'Asie à l'Australie, vous n'aviez pas le choix. Il vous fallait 4 moteurs. C'est pour ça que le Boeing 747 est devenu l'icône du long courrier. C'est pour ça que le DC-10 existait. Et c'est pour ça qu'Airbus a développé l'A340. Mais dans les années 80 et 90, une révolution discrète va tout changer. Les moteurs deviennent extrêmement fiables. Les taux de panne chutent. Et les autorités commencent à assouplir les règles. On passe de 60 minutes à 120, puis 180, puis jusqu'à 330 minutes. Et à partir de ce moment-là, un avion bimoteur peut quasiment aller partout sur Terre. Et ça, c'est un basculement majeur. Parce qu'un avion avec 2 moteurs consomme moins, coûte moins cher à entretenir, pèse moins lourd et offre une meilleure efficacité globale. Boeing comprend immédiatement l'opportunité. En 1995, il lance le 777. Un avion bimoteur capable de remplacer un quadrimoteur. Même distance, même capacité, mais avec beaucoup moins de carburant. Face à lui, Airbus propose l'A340, un avion très similaire, mais avec 4 moteurs. Et très vite, le marché tranche. Airbus vend environ 370 A340. Boeing vend plus de 2777. Un écart massif, une domination claire. À ce moment-là, Airbus comprend parfaitement que le futur est au bimoteur. Et pourtant, ils vont faire un choix qui semble aujourd'hui totalement contre-intuitif. Ils vont lancer l'A380. L'A380, c'est un pari gigantesque. Le plus grand avion de ligne jamais construit. Un avion capable de transporter plus de 500 passagers en configuration standard et plus de 800 en configuration maximale certifiée. L'idée est simple, presque logique sur le papier. Si les aéroports sont saturés, il suffit de mettre plus de passagers dans chaque avion. Moins de vols, moins de congestion, plus d'efficacité par slot. Et Airbus vend très bien cette vision. Ils ne vendent pas seulement un avion, ils vendent une expérience. Des cabines à double étage sur toute la longueur, des bars, des salons, même des douches dans certaines configurations. C'est un avion conçu pour impressionner. Et ça marche. Emirates signe, Singapore Airlines signe, Qantas signe. Tout semble aligné. Mais Airbus fait une hypothèse fondamentale. Il pense que le futur du transport aérien restera centré sur les grands hubs, où tout le monde transite. Et c'est précisément là que Boeing voit quelque chose de différent. Après les attentats du 11 septembre 2001, l'industrie aérienne subit un choc brutal. Le trafic s'effondre, les compagnies perdent des milliards, des centaines d'avions sont immobilisés. Et soudain, la priorité n'est plus la taille, ni le confort, ni le prestige, c'est le coût. Chaque litre de carburant compte, chaque dollar économisé devient critique. Boeing abandonne alors un projet ambitieux appelé Sonic Cruiser, qui visait la vitesse, et ils pivotent complètement. Ils prennent toutes les technologies développées pour ce projet et les réorientent vers un objectif unique, consommer moins.
C'est la naissance du 787 Dreamliner, un avion plus petit, plus léger grâce aux matériaux composites, plus économe, mais surtout conçu pour un nouveau modèle, le point à point. Avant, le transport aérien reposait principalement sur les hubs. Vous partiez d'une ville secondaire, vous passiez par un grand aéroport, puis vous repartiez. Avec le 787, ce modèle change. Il devient possible de relier directement des villes moyennes entre elles. Moins de correspondance, moins de contraintes, plus de flexibilité. Et surtout, plus besoin de remplir 500 sièges pour que le vol soit rentable. Pendant ce temps, Airbus accumule les problèmes sur l'A380, notamment un problème majeur, le câblage. Chaque A380 contient environ 500 km de câbles électriques. Et ces câbles sont conçus dans plusieurs pays avec des outils différents. Résultat, les pièces ne s'assemblent pas correctement. Des milliers de connexions incompatibles. Conséquence, 2 ans de retard, des milliards d'euros de surcoût et une chute brutale en bourse. Quand l'A380 entre enfin en service en 2007, c'est une prouesse technique. Les passagers adorent, les compagnies aussi. Mais économiquement, la réalité est plus complexe. Parce que pour remplir 500 sièges, il faut baisser les prix. Donc même si le coût par siège diminue, le revenu par siège diminue aussi. Et dans beaucoup de cas, les gains sont limités. Un autre problème apparaît rapidement, la taille du marché. Peu de compagnies ont besoin d'un avion aussi grand. Et surtout, peu d'aéroports peuvent l'accueillir sans modification majeure. Pistes renforcées, portes adaptées, double passerelle d'embarquement. Des investissements lourds. Et cela crée un cercle vicieux. Les compagnies n'achètent pas parce que les aéroports ne sont pas prêts. Les aéroports n'investissent pas parce que les compagnies n'achètent pas. Pendant ce temps, le 787 n'a aucun de ces problèmes. Il peut utiliser les infrastructures existantes. Il peut être déployé immédiatement. Il s'adapte au réseau, au lieu d'exiger que le réseau s'adapte à lui. Mais le coût final vient d'un autre facteur, les moteurs. Au moment du lancement de l'A380, Airbus interroge les motoristes. Y a-t-il des améliorations majeures à venir ? La réponse est non. Mais quelques années plus tard, de nouveaux moteurs arrivent, environ 15% plus efficaces, et ils équipent le 787. Résultat, avant même son entrée en service, l'A380 est déjà en retard sur le plan technologique. Puis le prix du pétrole explose. Entre 2003 et 2008, il passe d'environ $50 à près de $150 le baril. Et là, les quadrimoteurs deviennent extrêmement coûteux à exploiter. Les commandes ralentissent. Les annulations s'enchaînent. Le marché se détourne progressivement de l'A380. Une seule compagnie réussit vraiment à l'exploiter à grande échelle. Emirates. Pourquoi ? Parce que leur modèle est unique. Un seul hub, Dubaï, situé à un point stratégique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il concentre le trafic mondial vers ce point, puis redistribue. Dans ce modèle, un avion de 500 sièges est parfaitement logique. Mais aucune autre compagnie n'opère à cette échelle. Et c'est là que tout bascule. L'A380 n'avait pas un marché global. Il avait un client principal. Quand Emirates ralentit ses commandes, le programme s'effondre. En parallèle, le 787 devient un succès massif. Plus de 1500 commandes, un impact majeur sur l'industrie. Airbus finit par réagir avec l'A350, un avion qui adopte exactement la philosophie de Boeing, bimoteur, efficace, flexible, et lui aussi devient un succès. Au final, cette histoire est fascinante. Airbus s'est trompé sur le futur. Boeing avait raison. Mais Boeing a failli disparaître en construisant son avion. Et Airbus a survécu grâce à un avion qu'il ne voulait même pas construire. L'A380 n'était pas un mauvais avion. C'était une prouesse technologique. Mais il a été conçu pour un monde qui n'existe plus. Et dans l'aviation, plus que dans n'importe quelle autre industrie, ce n'est pas la technologie qui gagne, c'est la compréhension du marché. Alors maintenant, une question. Si tu avais été à la place d'Airbus en 2000, aurais-tu parié sur un avion géant ou sur un avion plus petit mais plus flexible ?